Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire du PAM, Paysage Audiovisuel Mahorais, entièrement consacrée à la protection de son environnement au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler des maquis, notamment ces animaux qui attendrissent tout le monde. Enfin, en apparence, car ils sont en danger d'extinction, ces animaux, si l'on en croit les spécialistes. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces animaux ? C'est essayer de travailler sur le lien entre l'homme et les animaux, puisqu'on va le découvrir pendant l'émission. La problématique, elle vient vraiment d'un problème de cohabitation entre l'homme et l'animal. Oui. Eh bien, on va découvrir tout ça. Mais d'abord, et tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons partir à la rencontre des maquis, ces animaux emblématiques de Mayotte et de l'océan Indien. Pour en parler, on aura du monde en plateau. Anil Akbarali, chef du service environnement au CD 976. On aura également Ahmed Omar Mahmoud, garde gestionnaire du CD 976. Et puis enfin, j'espère toujours le meilleur pour la fin, Amélie Vangemer, chargée de mission milieu naturel et espèces terrestres protégées pour la DEAL. Nous découvrirons également ce qui est entrepris pour tenter de réconcilier l'homme, la nature et les maquis. Entre désamour et agacement, nous tenterons de comprendre comment nous avons déséquilibré le fragile lien qui permettait à tous de vivre en harmonie sur cette île. Et puis si le temps nous le permet, en fin d'émission, on va retrouver Anne-Constance pour les chiffres que l'on doit avoir en tête. Dans le reportage qui va suivre, vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point le conseil départemental travaille sur cette problématique. Notamment, le CD finance une étude au long cours sur les maquis de Mayotte pour comprendre évidemment leur vulnérabilité et tenter de trouver des solutions pour protéger les cultures. Nous allons également découvrir dans ce reportage, notamment sur le terrain avec les équipes du CD, comment vivent les maquis, et comment on étudie leur comportement. Regardez ce reportage très tendre de Pierre Bellucci et de Daniel Dunon. Espèce emblématique de l'île, le lémurien brun, plus communément appelé maquis, a sans doute été importé sur l'île il y a 1 millier d'années par les Malgaches. Cette espèce arboricole, protégée, s'épanouit en forêt. Problème en 20 ans, 40% de la surface forestière de l'île a été perdue, une perte qui a entraîné la diminution de la population de maquis à Mayotte. En fait, on a nettement observé la diminution en fait, de nombre de la population des maquis à Mayotte. Depuis les années 75 à les années 2000, 2008, il y a carrément, dans les années 75, on avait à peu près 50 000 individus et aujourd'hui, presque la moitié. En fait. Les pertes d'habitat sont liées aux pressions anthropiques telles que le défrichement ou encore la déforestation. Pour éviter que ce chiffre des disparitions de maquis continue d'augmenter dans les prochaines années, une solution simple existe. Arrêtez de couper la forêt. Pour éviter que les lémuriens disparaissent, il faut arrêter de couper la forêt. C'est aussi simple. Je dirais que c'est une espèce qui a de la chance, ou nous avons de la chance, parce que c'est une espèce qui est opportuniste, qui s'accommode relativement bien de la présence humaine. On la retrouve au centre de Mamoudzou, par exemple, voyageant sur des fils électriques. Donc on voit bien que la présence humaine peut ne pas la déranger ou ne la dérange pas beaucoup. Ceci dit, c'est une espèce qui est inféodée aux arbres. Donc moins il y a d'arbres à Mayotte, moins il y aura de lémuriens. En perdant leur milieu naturel, les maquis ont fait évoluer leur mode de vie. Des études ont ainsi été menées à Mayotte pour recenser les populations de maquis en zone agricole. Elles révèlent que les lémuriens sont concentrés dans les derniers bosquets forestiers et près des rivières, dans des lieux où ils se sentent en sécurité. Néanmoins, faute de nourriture en quantité suffisante, ils se rendent dans les parcelles agricoles et font des ravages dans les cultures. Les pertes pour les agriculteurs sont considérables et des solutions sont actuellement à l'étude pour permettre une meilleure cohabitation. Donc le spécialiste avec qui on avait travaillé, sur son rapport, il avait préconisé, par exemple, en bordure de ces champs-là, qu'on met des espèces qui ont des fruits. Comme ça, les maquis pourront peut-être se nourrir sur ces plantes, les arbres qu'on pourrait
mettre en lisière des parcelles. Comme ça, ils auront moins tendance à rentrer sur les parcelles agricoles. Par exemple, sur des arbres fruitiers comme les litchis, certains spécialistes préconisent qu'on mette des filets. Mais les filets, ça coûte cher. Des programmes de reboisement constituent également des solutions au long terme. En effet, les maquis sont un élément de la biodiversité et doivent être protégés. Quand on parle de biodiversité, c'est pas simplement pour être romantique, c'est aussi parce que derrière, il y a un impact direct sur nos activités humaines. Moins de biodiversité, c'est moins d'insectes. Si je prends l'exemple de Mayotte, mais on a la même chose, l'exemple de Mayotte, mais aussi on a la même chose en Europe. Par exemple, en Europe, c'est moins d'abeilles, c'est moins d'insectes pollinisateurs, c'est évidemment moins de production, c'est moins de fruits. Il y a une relation directe entre l'agriculture et la biodiversité. Selon le paléontologue anglais Charles Darwin, l'amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de l'homme. En effet, sans la biodiversité, l'espèce humaine ne peut survivre. Adorable, c'est maquis. En tout cas, moi, je suis fan. J'adore. On va présenter nos invités. Ils sont nombreux sur ce plateau. On a Anil Akbar Ali qui est avec nous. Il est chef du service environnement pour le CD 976. Anil, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Anil. Et puis, on a également Ahmed Omar Mahmoud qui est avec nous. Il est garde gestionnaire au CD 976. Ahmed, bonjour. Bonjour, Patrick. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Ça tombe bien parce qu'on est le soir. Et ouais. Et puis on a avec nous Amélie Vangemer. Elle est chargée de mission milieu naturel et espèces terrestres protégées à l'ADEAL. Amélie, bonjour. Bonjour. Vous avez le micro, vous le gardez, d'accord? D'accord. J'ai une question pour vous, Amélie. Aïe. Allez, on redevient sérieux. Comment le lémurien est arrivé à Mayotte? Par où? Par quoi? Tout a commencé. Alors, on n'est pas sûr exactement parce que ça fait très longtemps qu'il y a des lémuriens à Mayotte. Ouais. Ça peut faire plus de 1000 ans. La première trace qu'on a de vestiges de lémuriens, ça date de à peu près 1000 ans. Donc entre le 9e et le 13e siècle. Et donc on pense qu'ils ont été amenés par voie humaine, en fait, des gens qui ont amené des lémuriens domestiqués. Mais d'où? De Madagascar. Les lémuriens sont tous à Madagascar, sauf aux Comores. Ahmed, pourquoi la cohabitation, ce que nous expliquait Anne-Constance tout à l'heure, la cohabitation est devenue difficile entre l'homme et cet animal? Bonjour d'abord tous les spectateurs. En fait, cette cohabitation est devenue difficile du fait de la déforestation massive de nos forêts, qui, en l'espace de 10 ans, on a perdu plus de 40% de sa superficie. Donc, ce qui a amené en fait, le maquis à s'adapter. Donc comme il se rapproche des villes. Voilà, comme c'est un animal opportuniste, donc il peut s'adapter au milieu très transformé par l'homme. Donc, comme il y a moins de forêts, donc il y a moins de ressources pour les maquis. Donc manque de nourriture. Donc comme il y a moins de nourriture, ils descendent vers les parcelles agricoles. C'est ce qui crée le conflit. Eh oui, parce qu'ils viennent manger le produit du travail de nos agriculteurs. Anil, pourquoi les pressions anthropiques menacent nos lémuriens? J'ose dire nos lémuriens. Comme l'a dit Mahmoud, la grosse pression, c'est la déforestation, c'est les continuités écologiques, parce qu'ils transitent par des couloirs et des corridors, ces maquis, vers des réservoirs qui sont les forêts, qui étaient les forêts à l'époque, et qui disparaissent pour donner place à une agroforesterie maîtrisée, non maîtrisée, mais voilà, il y a un remplacement, on va dire, de leur habitat. Donc c'est bien ça, c'est un remplacement de l'habitat qui fait que les maquis, comme l'a dit Mahmoud, viennent sur ces parcelles-là. Amélie, on le disait en introduction d'émission, les maquis ici à Mayotte sont en voie d'extinction, ils sont en danger en tout cas. Et pourtant, on les voit. On les voit sur les fils électriques, on les voit près des maisons. On a le sentiment qu'ils ne sont pas vraiment en danger. Effectivement, on les voit. Le problème, c'est bien ça, c'est qu'on les voit. Ils sont en danger parce que, comme on vient de l'expliquer, les forêts disparaissent. Donc, avec les forêts, leur habitat disparaît. Donc, on en a de moins en moins sur l'île, malgré tout. Donc, ils sont vraiment sur liste rouge? Ils sont sur liste rouge. Ils sont de toute façon sur liste rouge, mais ils sont classés vulnérables, comme tous les lémuriens, en fait, puisque à Madagascar, c'est la même problématique. Les forêts disparaissent. Et ce sont aussi des espèces protégées au niveau national et au niveau local à Mayotte. Et enfin, ce sont aussi des espèces qui dépendent
de la Convention CITES de Washington et donc dont le transport et le commerce sont réglementés. Évidemment. Annie, clairement, sans se mentir, est-ce que oui ou non les maquis pourraient disparaître de notre île? Alors, disparaître. C'est un vrai risque. Il y a une forte risque, enfin on le voit, hein, il y a une érosion en termes de biodiversité. Les maquis en font partie aujourd'hui, à cause aussi du changement climatique. Hein, il y a aussi ces effets-là qui interviennent. On voit que les saisons sèches sont de plus en plus longues et donc forcément moins de ressources en fait aussi pour eux. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Par contre, comme l'a dit Mahmoud, c'est une espèce opportuniste. Donc elle aura, tant qu'il y aura des arbres fruitiers sur les parcelles agricoles, ils seront quand même là. Bien sûr. Anil, on l'a dit tout à l'heure, le CD fait des recherches et finance des recherches et des études au long cours. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Alors on a lancé entre 2016 et 2019 une convention avec un chercheur du Muséum national d'histoire naturelle, monsieur Laurent Arnaud, hein, qu'on a vu dans le reportage. Donc cette convention, ce travail était essentiellement focalisé sur les zones agricoles. D'accord. Donc pour comprendre quelle était la présence, on va dire, des maquis sur ces zones agricoles. Donc en fait, c'est de l'inventaire. Et on essayait de voir quel était leur temps de présence sur les parcelles, quelle était la composition des familles, et ainsi de suite. Voilà. Allez-y, finissez. Et donc, les résultats ont été présentés l'année dernière. Oui. Et ça vient de là, de cette étude, où on voit que 40% des forêts ont disparu, mais aussi un certain volume de population a disparu aussi en termes de maquis. Ahmed, parlez-nous de ces maquis. Quel est leur mode de vie, par exemple? Les maquis, c'est des animaux qui vivent essentiellement en groupe. En groupe, en fait. De général, de 6 à 9 individus en moyenne. Oui. Donc, ils mangent principalement des fruits, des fleurs et parfois de fleurs en saison sèche. Donc, ces maquis, en fait, les groupes, ils sont constitués essentiellement des femelles avec leurs petits, avec des mâles périphériques. En fait. D'accord. Donc, ce sont les femelles en fait qui défendent les groupes lorsqu'ils rencontrent d'autres groupes en fait. Les mâles peuvent les aider, mais bon, ils ne sont pas trop actifs dans ce domaine-là. En fait. Plutôt dans la reproduction. Plus ou moins, quoi. Ce qui paraît logique. Donc, et les maquis à Mayotte, ils habitent tous les types de forêts à Mayotte. Les forêts humides, les forêts mésophiles, les forêts sèches. Amélie, une maman maquis peut avoir combien de bébés dans sa vie? C'est très compliqué, on ne sait pas exactement, parce qu'en fait, on a des observations en captivité, mais très peu de connaissances finalement sur leur mode de vie sauvage. Donc, on sait que les femelles mettent bas une fois tous les 2 ans. Les petits survivent à peu près une fois sur 2. Et au niveau de la longévité, on a observé à Mayotte des femelles maquis, enfin des maquis qui ont de 15 à 20 ans. En captivité, on a même observé des individus de 35 ans, mais on ne sait pas exactement quelle espérance de vie ils ont, donc on ne peut pas calculer le nombre de petits exact. Mais bon, ça ferait du coup un tous les 4 ans qui survit sur une vingtaine d'années, donc 5-6 petits par femelle, quoi. C'est pas énorme, hein? Non. C'est pas énorme. Amélie, comment ça se passe, la vie en famille chez les maquis? J'imagine que le soir, ils ne sont pas tous devant la télévision à regarder APE, mais il y a une vie sociale. Il y a une vie sociale, oui, effectivement. Ce sont des animaux sociaux, comme on l'expliquait, ils vivent en groupe. Donc ce sont les femelles qui élèvent les petits, donc elles sont centrales dans les groupes. En général, il y a entre 2 et 4 femelles par groupe. Ensuite, les mâles reprennent un petit peu s'occupent un petit peu des petits, en fait, pas forcément des leurs d'ailleurs, au moment du sevrage, du début du sevrage, quand les petits commencent à être un peu indépendants, où on voit que pendant les périodes actives, les mâles prennent soin un petit peu des petits en les attendant, mais dès que c'est des périodes de repos, c'est à nouveau les mamans qui reprennent en charge les petits. Est-ce qu'on peut dire, Anil, que le maquis est un primate? Oui, c'est bien un primate. Il fait partie mais c'est pas un singe? C'est pas un singe. Je sais pas, Amélie peut-être. Si. Oui. Enfin, oui, je suis d'accord avec Annie. Bon, tout le monde est d'accord là. Voilà. Donc c'est la famille des lémuridés. Oui. Et c'est l'espèce qui est à Mayotte, c'est le lémur brun, pour le nom
commun. D'accord. Ouais. Amélie, il y a combien d'espèces différentes à Mayotte? Il n'y en a qu'une, hein, comme vient de dire Annie. Donc il y en a effectivement qu'une seule, mais sur la zone, parce que vous le disiez tout à l'heure à juste titre, les premiers qui sont arrivés il y a peut-être 1000 ans, peut-être mon père, qui sont arrivés sur cette île, arrivés de Madagascar. Donc il y a combien de nombre d'espèces sur la zone? On a sur la zone, ouais. Alors à Madagascar même? Ouais, ou avec les Comores, parce que j'en ai vu je aussi ne sais aux pas, mais Comores. voilà, il y a une espèce à Mayotte, il y a une autre espèce dans le reste des Comores, oui. sur 2 îles, je crois que c'est Moélie et... Enfin, je sais plus. À Moélie, il y en a, c'est sûr. Voilà, ouais. mais c'est une autre espèce, et après les autres espèces sont toutes à Madagascar. Ouais. Il faut savoir que l'espèce qui est à Mayotte est aussi présente à Madagascar, sur une petite zone. Ouais. Ahmed, ils sont combien les maquis sur notre île? Est-ce qu'on a pu imaginer un inventaire ou un comptage précis? En tout cas, d'après nos inventaires, les inventaires qu'on a faits, actuellement, nous n'avons pas de chiffres exacts de nombre de maquis qui existent à Mayotte. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que il y a moins de 25 000 aujourd'hui, alors qu'il y en avait presque le double, bien le triple dans les années 70. Ouais, on aurait perdu 50% de la population. Voilà, du fait de cette déforestation massive. Ouais. Ouais. Comment, pourquoi on arrive à ce type de chiffres? Ils sont tués, ces maquis? Non, les maquis ne sont pas forcément tués. Oui. En fait, les maquis, certains de ces maquis, en fait, ils sont chassés. Oui. Ou bien tués par les agriculteurs. C'est ça, donc ça arrive. Soit par piégeage ou bien par des poisons. On sait combien on en tue par an? Non, parce qu'on n'a pas un chiffre exact, oui, parce qu'on n'a pas fait de recensement dessus. Quoi. Donc d'autres sont peut-être écrasés par les voitures en essayant de traverser les routes, ce qu'on en voit habituellement. Ça c'est vrai, on en voit malheureusement. Et puis d'autres meurent sans qu'on sache vraiment, parce que en fait, la compétition alimentaire entre les groupes. Eh oui. Tu vois, donc, et puis le fait de quitter les forêts provoque certainement chez eux un changement de comportement, et même si il a une faculté d'adaptation importante, mais ce n'est pas son milieu naturel. Anil, quelles sont les prochaines étapes des études en cours? Parce qu'on fait y revenir là-dessus. Oui, donc comme je vous l'ai dit, on a fait un travail, nous, le conseil départemental, avec Laurent Tarnot sur les zones agricoles. Et donc, il y a la prochaine étape, en fait, c'est d'essayer de territorialiser, on va dire, l'étude. Donc, le MNHN a un projet qui devait démarrer en 2020, mais à cause du Covid, c'est reporté en 2021. Et donc, l'idée, c'est d'évaluer comment la transformation de l'occupation du sol impacte les populations de maquis. Voilà, pour essayer de trouver des solutions. Mais est-ce qu'on a déjà une idée, est-ce qu'on a déjà évoqué des solutions qui fonctionnent? Pas des solutions théoriques? Alors, on n'a pas encore mis en place ces solutions, mais il y a des idées déjà qui doivent être confirmées, parce que ça demande, c'est assez complexe, la biologie, pour essayer, parce que c'est quand même très mouvant. On ne peut pas mettre des grosses barrières, des gros filets. Non, mais certains ont évoqué le fait de mettre un arbre fruitier au milieu de certaines parcelles. Bien sûr, ça peut être une idée. Voilà, de mettre des barrières végétalisées, de compenser aussi. Par exemple, si les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas quelles sont les pertes en termes sur les parcelles agricoles. Il n'y a pas d'évaluation. Donc ça peut être aussi mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur les parcelles agricoles pour compenser et mettre peut-être plus d'arbres fruitiers en périphérie. Et aussi replanter forcément la forêt originelle. Très prochainement, on va pouvoir reparler de l'actualité. Les journalistes vont en parler certainement. L'Agence régionale de la biodiversité. Qu'est-ce que c'est que cet outil? Alors, cet outil émane de la loi biodiversité de 2016. La loi de biodiversité de 2016 permet aux territoires, donc aux régions, avec l'appui de l'Office français de la biodiversité, de créer des agences régionales de biodiversité. Donc nous, le département, ayant cette double compétence et étant chef de file en matière de biodiversité, nous sommes engagés dans la démarche, comme d'autres territoires au niveau national. Il y a la région Réunion qui se lance aussi dans son agence régionale de biodiversité, et donc on n'est pas en retard. On prend le train aujourd'hui. Voilà. Mais quelles sont leurs missions? Quelles seront leurs missions? Alors justement, le législateur, et c'est ça qui est un peu innovant, c'est que le législateur n'a pas imposé un schéma, une agence régionale biodiversité avec telle ou telle mission.
Ouais. Le but, c'est que les missions, on les construise localement en fonction des enjeux et des spécificités locales. Ouais. Et donc, c'est tout l'enjeu de la préfiguration qui est déjà lancé avec une agence régionale de biodiversité, donc on précisera les missions, Ouais. le statut, parce Ouais. que même sur le statut, ça peut être une association, un groupement d'intérêt public. En fait, on a toute la latitude de faire une agence régionale biodiversité locale. Amélie, rapidement, ça veut dire quoi, protéger la biodiversité locale? C'est pas un gros mot, hein? Non, c'est pas du tout un gros mot. C'est protéger donc à la fois les différents milieux naturels de Mayotte, Ouais. mais aussi les espèces et la diversité au sein de ces espèces. Ouais. Donc ça veut dire par exemple donc les protéger contre la destruction, la pollution, D'accord. Ouais. l'introduction d'espèces exotiques envahissantes aussi. Eh oui. Et tout ça, ça permet non seulement de maintenir la biodiversité, mais aussi de maintenir les services liés par les services de la nature liés. La Donc, la ressource en eau, tout ça. Ouais, la restauration des espèces. Il faut en parler parce que vous travaillez là-dessus et vous dépensez beaucoup d'argent là-dessus. Alors sur la restauration des espèces même, en fait, à Mayotte, pour l'instant, on ne fait pas trop, parce Ouais. que déjà, c'est un peu compliqué. Ouais. On commence déjà par essayer de préserver les milieux et de restaurer les milieux qui sont dégradés. Ouais. C'est déjà un premier pas qui est assez important et essentiel. En lien, Pour les espèces. en lien direct avec ce que disait Amélie, Anil, pour sauver les animaux, pour sauver nos maquis, est-ce qu'il faut sauver des plantes? Bien sûr, Ouais. ça fait partie du cycle de la vie. Hein. Ouais. Certaines espèces vont manger certaines plantes et puis d'autres vont manger les espèces. Voilà, donc ça fait partie du cycle de la vie. Donc forcément, c'est l'habitat. Ouais. C'est l'habitat qui est concerné. Et l'habitat, c'est la forêt, c'est constitué de plantes, d'eau. Voilà, tous Ouais. ces milieux humides. Forcément. Voilà. Amélie, est-ce que la mise en place de la réserve naturelle nationale aura un impact sur les maquis? Alors, elle peut avoir un impact dans le sens où, comme on a vu, ce sont des espèces forestières et donc il faut lutter contre la dégradation de leur milieu. Ouais. La réserve des forêts permettra d'avoir plus de moyens pour lutter contre cette perte d'habitat pour les lémuriens. Oui. Vous êtes en plateau, je vais en profiter. Amélie, il y a EDM, dans le cadre de sa ligne à haute tension, s'est engagé à un certain nombre de mesures. Vous les connaissez? Oui, je me suis... Oui, vous pouvez nous en parler plutôt? Je peux en C'est parler plus un petit peu, oui. ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. En fait, donc, au niveau, il y a une mesure de compensation qui consiste à replanter une partie à reboiser en fait, donc à restaurer une partie sur les bords de cours d'eau, Oui. sur 1 hectare. C'est par conventionnement avec l'ONF. D'accord. Ahmed, ces mesures, elles ont un impact sur la présence des maquis? Bien évidemment, parce que Ouais. toute transformation du milieu Eh oui. a un impact Ouais. sur les espèces, tant qu'animal ou végétal qui habitent. Hein. Ouais. Donc, dans le cas du maquis, comme c'est un animal opportuniste, l'impact est moindre que pour d'autres espèces comme la chauve-souris ou bien d'autres. Ouais. Anne-Constance, quelques chiffres rapidement, parce qu'on est en retard. Oui. Les lémuriens sont présents dans combien de pays à travers le monde? Alors on a commencé à Ouais, l'évoquer. ouais. 3 pays, Madagascar, la France via Mayotte, Ouais. et aux Comores, les 2 îles qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est Mouéli et Anjouan. Ouais. Alors Ahmed nous parlait tout à l'heure du nombre d'individus estimés. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres? Alors, il y a effectivement les 13 à 25 000 évoqués tout à l'heure. Et pour rappeler qu'en 99, il y en avait 40 000. Ah C'est oui. surtout ça qui est intéressant. C'est une oui, division presque évidemment. par 2 Évidemment. en 20 ans. Pour bien comprendre le problème, en 2 mots, Oui. et je pense que nos téléspectateurs vont le comprendre également, un lémurien mange combien de fruits par jour? C'est l'objet du délit. Exactement. Ouais. Un lémurien va manger entre 250 et 300 grammes de fruits par jour. Un ananas, ça pèse 1 kg. Une mangue, ça pèse 200 à 400 grammes en fonction des années. Et une goyave va peser entre 60 et 165 grammes. Et ce sont en gros les 3 fruits les plus consommés. Donc un maquis va en manger au moins 1 par jour. Et on peut comprendre donc aussi la colère Voilà. de certains agriculteurs, Voilà. d'où la problématique. On n'a plus le temps, mais j'aurais aimé avec nos invités qu'on parle des légendes des maquis, parce qu'il y a des légendes autour des maquis. Certains disent même que c'est la réincarnation de certaines personnes, des croyances qui mériteraient peut-être un jour aussi une émission, peut-être pas dans APE, mais une émission pour en parler. Je voulais remercier Anil, je voulais remercier Ahmed, Amélie et Anne-Constance. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus sur ce plateau pour avoir pu nous éclairer de vos lumières sur
la problématique des maquis, ces bestioles que l'on aime et qu'on adore, dans tous les sens du terme du reste, sur cette île. Allez, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE. Agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi j'y crois. Ciao, à la semaine prochaine.